Elle ne vit jamais venir la bourrade, elle ne ressentit que la force soudaine et d'une violence inouïe contre son épaule avant que le monde ne se dérobe sous ses pieds. Le carrelage blanc et immaculé de la clinique de la Muette, refuge médical de l'élite parisienne, se précipita pour heurter son corps, et l'explosion de douleur aiguë qui lui traversa l'abdomen lui vola l'air des poumons avant même qu'elle ne pût crier. Léa de Beaumont souriait à peine quelques minutes plus tôt, serrant contre elle une impression échographique granuleuse de son fils, traçant la courbe délicate de son profil avec des doigts tremblants. Enceinte de 7 mois, une fois de plus seule à un énième rendez-vous prénatal, elle s'était habituée à l'espace vide à ses côtés où son mari aurait dû se tenir. Christophe Morel n'avait assisté à aucune visite depuis plus de 2 mois. Toujours accaparé par ses affaires, toujours confondu en excuses, toujours ailleurs. Elle se disait que cela n'avait pas d'importance. Elle se persuadait qu'une fois le bébé né, les choses changeraient. Elle essayait encore de s'en convaincre lorsqu'elle entendit le claquement des talons derrière elle. Nathalie Vallée n'avait rien à faire dans le service de maternité d'une clinique du 16e arrondissement. Elle marchait avec l'assurance altière de celle qui s'apprête à s'asseoir au premier rang d'un défilé de haute couture, et non dans un hôpital rempli de femmes protégeant les vies fragiles qu'elle portait. Son manteau au tombé parfait, son rouge à lèvres d'une précision chirurgicale, son sourire mince et redoutablement calculé, tout en elle trahissait l'ambition sociale d'une habituée des salons les plus exclusifs de la capitale. Continuant de jouer le rôle de l'épouse parfaite, Nathalie murmura d'une voix juste assez basse pour trancher, mais assez forte pour meurtrir. Christophe était avec moi la nuit dernière. Les mots ne furent pas criés. Ils tombèrent comme une sentence sans appel. Léa sentit la brûlure de l'affront, mais garda le menton haut, la voix d'une constance absolue lorsqu'elle lui demanda de partir. « Pas ici, je vous en prie. » Le regard de Nathalie s'assombrit, non pas de honte, mais d'une fureur sourde. « Vous êtes déjà remplacé, » murmura-t-elle, avant que sa main ne s'abatte en avant. La poussée fut délibérée. Il n'y eut là aucun accident, aucun trébuchement, aucune hésitation. L'équilibre de Léa céda instantanément, et la chute lui parut durer une éternité, une seconde suspendue où son unique pensée fut pour l'enfant qu'elle portait. Lorsque son corps heurta le sol, la douleur irradia en une vague aveuglante. Une chaleur se répandit sous elle, terrifiante et sans équivoque. Des infirmières se mirent à crier, un chariot médical se renversa dans le tumulte. Le couloir, qui quelques instants plus tôt baignait dans une tranquillité routinière, résonnait désormais de panique. Nathalie recula, peut-être surprise par la gravité de son propre geste, mais pas au point de s'attarder. Elle tourna les talons d'un mouvement sec, se dirigeant vers les ascenseurs d'un pas rapide et saccadé. Dans sa hâte, un objet glissa de son poignet et frappa le sol avec un tintement métallique. Un bracelet en or roula sous une chaise, sa surface gravée accrochant la lumière crue des néons. Personne n'y prêta attention dans l'immédiat. Tous les regards étaient braqués sur la femme enceinte recroquevillée sur le sol, une main pressée d'un geste protecteur sur son ventre, murmurant « Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie », à un enfant qui ne pouvait l'entendre. Les pensées de Léa se fracturèrent sous le poids de la terreur. Elle revit le visage de Christophe, non pas comme l'homme qu'elle avait épousé dans la splendeur automnale d'une chapelle provençale, mais comme cet étranger qui avait commencé à rentrer tard dans la nuit, un parfum inconnu s'accrochant à ses chemises sur mesure. Elle se souvint de la façon dont il balayait ses inquiétudes d'un revers de main, la qualifiant d'émotive, d'irrationnelle, de théâtrale. Même maintenant, allongée sur le carrelage froid tandis que les infirmières pressaient des compresses contre sa peau, une part d'elle-même se demandait s'il daignerait répondre si la clinique l'appelait. Une nouvelle contraction de douleur effaça cette pensée. Plus rien ne comptait, hormis le rythme régulier qu'elle avait entendu plus tôt sur le moniteur de l'échographie. Ce battement de cœur, ce son si fragile et sacré. Les caméras de sécurité au-dessus du couloir avaient tout enregistré sans le moindre jugement, capturant l'approche de Nathalie, la bourrade, la chute et la fuite. Les preuves existaient désormais, silencieuses mais irréfutables. Le personnel médical souleva Léa avec des gestes d'une infinie précaution pour l'allonger sur un brancard, leurs mouvements rapides mais d'une douceur calculée, leur voix rassurante bien que l'urgence aiguisa leur regard. Elle s'efforça de rester calme, de respirer à travers la souffrance, refusant de s'effondrer émotionnellement, même si tout son corps tremblait. Elle avait déjà été sous-estimée par le passé. Elle avait été ignorée, interrompue, réduite au rang d'épouse discrète évoluant dans l'ombre d'un homme à succès. Mais sous les lumières pâles de l'hôpital, alors que les médecins la précipitaient vers les urgences pour une évaluation critique, quelque chose en elle bascula. À l'extérieur du bâtiment, le ciel s'assombrit au-dessus de Paris,
des nuages d'orage s'amoncelant avec une lenteur menaçante sur les toits haussmanniens. Dans un bureau luxueux à l'autre bout de la capitale, Christophe Morel riait avec des investisseurs, ignorant que l'illusion de contrôle à laquelle il s'accrochait avec tant de ferveur avait déjà commencé à se fissurer. Et quelque part, dans une sphère de pouvoir infiniment supérieure à la sienne, un téléphone se mit à sonner. Léa de Beaumont avait l'apparence d'une femme fragile et abandonnée, saignant sur le sol d'une clinique. Personne dans ce couloir ne comprenait encore qu'elle était la fille d'un homme qui ne pardonnait que très rarement. Et lorsqu'il s'en rendrait compte, il serait déjà trop tard. L'appel atteignit Bernard de Beaumont en plein milieu d'une salle de conseil tapissée de verre et d'acier au cœur de la place Vendôme, où des hommes 2 fois plus imposants que lui baissaient la voix à son entrée. Et où des négociations chiffrées en milliards se figeaient au seul son de sa respiration. Il écouta sans interrompre l'infirmière qui lui expliquait la situation. Et lorsqu'elle eut terminé, la température de la pièce sembla chuter brutalement, bien que personne n'en comprît la raison. Il ne cria pas. Il ne jura pas. Il se leva lentement de son fauteuil en cuir, boutonna son veston avec une précision millimétrée, et ne prononça que quelques mots à l'attention de son assistant. Libérez mon emploi du temps. Les cadres dirigeants autour de la grande table en chêne l'observèrent quitter les lieux sans oser poser la moindre question, pressentant dans son silence maîtriser une tempête bien plus dévastatrice que la simple colère. Bernard de Beaumont n'explosait pas lorsqu'il était provoqué. Il calculait. Il mémorisait. Il démantelait. En l'espace de quelques minutes, un convoi de berline noire traversa la circulation parisienne comme si la ville elle-même reconnaissait l'identité de celui qui s'y trouvait. Son chauffeur ignora les feux rouges qui semblaient passer au vert par pur instinct. Son conseiller juridique reçut des instructions foudroyantes via une ligne cryptée. Saisissez les images de vidéosurveillance de la clinique, identifiez les témoins, étouffez toute fuite potentielle dans la presse. Bernard ne demanda pas si sa fille allait survivre. Il savait pertinemment qu'elle se battrait. Ce qu'il voulait savoir, c'était qui allait payer pour cela. Lorsqu'il arriva à la clinique de la Muette, l'atmosphère changea du tout au tout. Les infirmières reconnurent le nom prestigieux avant même de reconnaître l'homme. Les administrateurs se précipitèrent, la posture raide et la sympathie répétée, mais Bernard les écarta sans la moindre cérémonie. Il n'en avait que faire des relations publiques. Seule la vie de son enfant importait. Lorsqu'il entra dans la chambre de Léa et la vit, si pâle contre les draps blancs, une perfusion dans le bras, les moniteurs traçant les courbes de 2 cœurs fragiles, quelque chose se serra dans sa poitrine avec une force qu'il n'avait pas ressentie depuis des décennies. Léa ouvrit lentement les yeux lorsqu'elle sentit sa présence. Même dans la douleur, elle tenta de se redresser pour faire bonne figure, pour lui épargner toute inquiétude. « Je vais bien », murmura-t-elle, bien que sa voix tremblât. « Le bébé est stable, pour l'instant. » Bernard prit délicatement la main de sa fille, et le milliardaire implacable qui négociait d'ordinaire avec des chefs d'État s'adoucit pour redevenir un simple père. « Qui a fait ça » demanda-t-il doucement. Léa n'hésita qu'une fraction de seconde. Nathalie Vallet, la maîtresse de Christophe. Le nom resta suspendu dans l'air, telle une signature au bas d'un contrat de mise à mort. Le regard de Bernard se durcit, mais sa voix demeura d'un calme olympien. « Où est Christophe » Le silence de Léa répondit bien avant ces mots. Il n'était pas venu. Pas encore. La déception qui se lisait dans ses yeux blessa son père plus profondément que la chute elle-même. À cet instant précis, Bernard comprit une vérité fondamentale. Il ne s'agissait pas d'une simple agression. C'était une trahison pure et simple. Une trahison superposée à l'infidélité. Il se pencha et déposa un baiser sur le front de sa fille, un geste d'une telle tendresse qu'il aurait stupéfié quiconque ne connaissait de lui que l'image du titan de l'industrie du luxe. « Repose-toi maintenant » murmura-t-il. « Je m'occupe du reste. » À peine sorti de la chambre, il exigea d'avoir accès aux caméras de sécurité sans même élever la voix. La direction de la clinique s'exécuta dans la seconde. Dans un petit bureau plongé dans la pénombre, l'écran rediffusa la scène du couloir sous plusieurs angles. On y voyait Nathalie s'approcher, la posture agressive et péremptoire. On y voyait la bourrade, d'une netteté aveuglante. On y voyait Léa s'effondrer, protégeant son ventre. On y voyait Nathalie prendre la fuite. Et là, brillant furtivement dans un coin de l'image, le bracelet glissant de son poignet tel une confession muette. Bernard visionna la séquence par 2 fois. Il ne scia pas lors du second visionnage. Derrière lui, son assistant de confiance, Julien, se tenait immobile,
comprenant d'ores et déjà que cet instant marquait un point de bascule irréversible. « Monsieur, demanda-t-il avec prudence, comment souhaitez-vous procéder ?» Bernard croisa les mains dans le dos et fixa l'image de Nathalie figée en plein mouvement, l'expression tiraillée entre l'arrogance et la peur. « Elle a cru que ma fille était seule, déclara-t-il d'un ton monocorde. Ce fut sa plus grave erreur. Julien reconnut immédiatement cette intonation. C'était celle que Bernard employait à la veille des OPA hostiles, avant de broyer les conglomérats qui avaient eu l'audace de le sous-estimer. « Devons-nous contacter Christophe Morel ?» demanda Julien. La mâchoire de Bernard se crispa imperceptiblement. Non. Laissez-le mariner dans son confort quelques heures de plus. Il jeta un dernier regard vers la chambre de Léa à travers la vitre du couloir. Plus le confort est grand, plus la chute est vertigineuse. La rumeur de la présence du patriarche avait déjà commencé à se répandre parmi le personnel médical. Des chuchotements l'accompagnaient, non pas des murmures de scandale, mais de déférence face au pouvoir absolu. Bernard de Beaumont n'apparaissait jamais en public lors d'une crise à moins que les conséquences n'en fussent cataclysmiques. Dans le couloir silencieux, il passa un dernier appel, cette fois non pas à ses bataillons d'avocats ou à ses directeurs généraux, mais à un enquêteur privé engagé des années plus tôt pour des situations requérant une discrétion absolue. « Je veux absolument tout sur Nathalie Vallée et Christophe Morel », ordonna-t-il. Relevés bancaires, correspondance, habitudes mondaines. Ne laissez rien dans l'ombre. Lorsqu'il raccrocha, il n'avait pas l'air furieux. Il avait l'air résolu. Dans le service des soins intensifs, Léa reposait, inconsciente de la machinerie destructrice qui venait de se mettre en marche pour la venger. Elle croyait avoir traversé le pire de cette journée cauchemardesque. Elle ignorait encore que le véritable jugement dernier ne faisait que commencer. Avant la trahison, il y avait eu l'espoir. Avant l'humiliation sur le sol stérile de la clinique, il y avait eu un mariage somptueux baigné par la douce lumière d'automne en Provence, où Léa de Beaumont pensait avoir choisi l'amour sincère plutôt que le poids écrasant de son héritage, la simplicité plutôt que le règne de l'argent. Léa avait rencontré Christophe Morel 5 ans plus tôt lors d'un grand sommet technologique parisien, où l'ambition flottait dans l'air, plus capiteuse que le moindre parfum, et où chaque poignée de main dissimulait un calcul minutieux. Christophe était charismatique, doté d'une énergie débordante, discourant sur l'innovation et la disruption avec la certitude fiévreuse d'un homme capable de plier les marchés à sa seule volonté. Léa l'avait observé depuis le fond d'une salle de conférence bondée, non pas avec l'œil clinique d'une héritière évaluant un investissement potentiel, mais comme une femme attirée par une telle conviction. Elle n'avait jamais mentionné son nom de famille au-delà des convenances strictement nécessaires. Elle n'avait jamais parlé du siège du groupe Beaumont sur la place Vendôme ou du jet privé qui transportait son père d'un continent à l'autre. Elle s'était présentée simplement comme Léa. Christophe avait admiré sa retenue. Il avait confondu cette discrétion avec des origines modestes, sans se douter qu'il s'agissait d'une dissimulation volontaire. À ses yeux, elle semblait rafraîchissante, dénuée de toute prétention bourgeoise, une femme qui posait des questions pointues sur la gestion des risques et la scalabilité des projets, mais qui ne se vantait jamais de ses relations au sein de l'élite. Il l'avait courtisée avec obstination, non pour l'influence qu'elle aurait pu lui apporter, mais parce qu'il s'imaginait qu'elle avait besoin de lui. Il aimait se voir comme l'architecte exclusif de leur avenir commun, loin de se douter que Léa avait grandi au sein de conseils d'administration où des fortunes colossales se faisaient et se défaisaient avant même qu'elle n'eût atteint l'âge de la majorité. Leur idylle s'était développée rapidement. Christophe parlait sans cesse de bâtir un empire à partir de rien, de prouver sa valeur à ses investisseurs parisiens condescendants qui le rejetaient sous prétexte de son manque d'expérience et de l'absence de particules à son nom. Léa l'écoutait attentivement, prenant grand soin de ne jamais révéler avec quelle facilité elle aurait pu propulser son ascension. Elle voulait savoir s'il était capable de réussir sans emprunter de raccourcis. Lorsqu'il l'avait demandé en mariage, posant un genou à terre dans un petit bistrot intimiste éclairé à la bougie plutôt que sous les lustres en cristal des grands palaces, elle avait dit oui, non pas en tant que descendante de la lignée de Beaumont, mais en tant que femme persuadée d'avoir trouvé la sincérité absolue. Son père avait assisté à la cérémonie en Provence avec une grande discrétion, n'imposant aucun faste outrancier, n'offrant qu'une poignée de main ferme au marié et rappelant en privé à sa fille qu'elle pourrait toujours revenir au domaine familial si besoin. Au cours de la première année de leur mariage, Christophe travailla de façon obsessionnelle. Il dissertait sur ses prévisions de croissance et ses dossiers d'investissement jusque tard dans la nuit, tandis que Léa lui apportait du café et un soutien indéfectible. Il finit toutefois par découvrir l'ampleur des ressources de sa belle famille, non par l'écho des potins mondains, mais par un acte de pure transparence.
Léa lui avoua un soir que son père avait la capacité d'investir si Christophe avait un jour besoin d'un capital stratégique. Elle s'attendait à ce qu'il refuse par fierté. Au lieu de cela, elle perçut une lueur de calcul traverser son regard, brève et subtile, mais indéniable. Quelques mois plus tard, le groupe Beaumont injectait des fonds colossaux dans l'entreprise de Christophe, sous la forme d'une prise de participation classique et non d'une œuvre de charité. Le succès fulgurant ne se fit pas attendre. Les bureaux s'agrandirent. Les interviews dans la presse économique s'enchaînèrent. La garde-robe de Christophe se métamorphosa pour se plier aux exigences du luxe sur mesure. Sa voix se fit plus tonitruante lors des réunions. Léa observa ce changement s'opérer insidieusement, comme une toile de maître dont les couleurs se terniraient avec le temps. Il commença à rentrer de plus en plus tard. Ses justifications se multiplièrent. Les dîners d'affaires s'éternisaient pour se transformer en déplacements nocturnes. Lorsqu'elle s'enquérait de ses absences, il souriait avec condescendance et la taxait d'anxiété. « Tu te fais trop de soucis », disait-il en balayant ses doutes avec un baiser qui semblait chaque jour un peu plus répété, presque mécanique. La première fois qu'elle aperçut Nathalie Vallet à ses côtés lors d'un gala de charité très en vue, Léa sentit son sang se glacer plutôt que son cœur se briser. Nathalie ne faisait aucun effort pour masquer sa proximité avec le mari des autres. Elle se penchait un peu trop près, riait avec un peu trop d'aisance aux plaisanteries de Christophe, effleurait son bras avec l'aplomb de celle qui s'estime dans son bon droit. Lorsque Léa confronta Christophe plus tard dans la soirée, il ne nia pas la connaître. Il accusa simplement sa femme de réagir de manière disproportionnée. « Tu es enceinte », lui rappela-t-il lors d'une dispute amère. Les hormones faussent ton jugement. Cette fin de non-recevoir la blessa bien plus cruellement que la colère. Au moment où Léa décida de quitter temporairement leur somptueux appartement sous prétexte d'avoir besoin d'espace, les fondations de leur mariage étaient déjà en ruine. Christophe soutenait mordicus qu'il réparerait les dégâts une fois ses affaires stabilisées. Il jura d'assister au prochain rendez-vous prénatal. Il ne vint jamais. Il promit une transparence totale. Il verrouilla son téléphone avec plus de paranoïa que jamais. Léa ressentait le gouffre qui se creusait entre eux, mais se refusait à brandir le pouvoir financier de son père pour le soumettre. Elle croyait encore que l'amour exigeait de la patience, et non un moyen de pression. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que Christophe avait commencé à nourrir un ressentiment profond envers ce même pouvoir dont il tirait tant d'avantages. Lors de ses confidences avec Nathalie, il dépeignait Léa non plus comme une partenaire de vie, mais comme un fardeau embarrassant, une femme enchaînée à un héritage aristocratique qui lui faisait de l'ombre. Il oubliait allègrement que cet héritage qu'il jalousait tant avait choisi la voie de l'humilité. Il oubliait que le silence de Léa avait été une armure pour le protéger, et non un aveu de faiblesse. Et en sous-estimant la femme qu'il avait épousée, il déclencha une série de répercussions qui dépassaient de loin le cadre d'un simple vœu brisé. Au cœur de la nuit, les longs couloirs de la clinique avaient retrouvé leur calme monacal. Mais à l'intérieur du bureau privé de Bernard de Beaumont, qui surplombait la majestueuse place Vendôme, les lumières brillaient avec une intensité impitoyable. Il se tenait debout devant l'immense bail vitré, les mains croisées dans le dos. La ville lumière s'étendait à ses pieds tel un immense échiquier, dans l'attente de son prochain coup de maître. Léa était stable pour le moment. Les battements du cœur du bébé étaient réguliers, mais cette accalmie n'effaçait en rien l'intention meurtrière. Quelqu'un avait osé porter la main sur sa fille et l'avait poussée. Ce seul fait transformait une banale trahison conjugale en une réponse stratégique implacable. Julien, son bras droit silencieux, entra dans la pièce, porteur d'un fin dossier déjà gonflé par des conclusions accablantes. Nathalie Vallet, 31 ans, ancienne consultante en marketing, figure incontournable des salons de la haute société. Historique relationnel ciblant des individus fortunés. Accord de séparation scellé par de strictes clauses de confidentialité. Christophe Morel, 35 ans. Président-directeur général, propulsé au sommet grâce aux investissements du groupe Beaumont. Récentes irrégularités financières détectées, mais non encore ébruitées. Bernard écouta sans l'interrompre un seul instant, assimilant la moindre parcelle d'information comme s'il épluchait un rapport trimestriel. L'émotion ne venait pas voiler son jugement. Au contraire, elle l'aiguisait comme une lame. Il exigea un accès immédiat aux serveurs informatiques de l'entreprise de Christophe sous le prétexte fallacieux d'un audit interne, une prérogative farouchement préservée dans l'accord d'investissement initial, que Christophe avait paraphé sans s'attarder sur les petits caractères. Les contrats, selon la philosophie de Bernard, révélaient la véritable nature des hommes.
Ceux qui les survolaient sous-estimaient les conséquences de leur négligence. En quelques heures seulement, des experts en investigation numérique commencèrent à cloner les flux de données, retraçant l'ensemble des communications entre Christophe et Nathalie à travers diverses applications de messagerie cryptée. Les fils de discussion supprimés furent patiemment reconstitués. Des transferts de fonds refirent surface sous des intitulés opaques tels que « Conseil en stratégie et gestion de réputation ». La formulation se voulait prudente, mais elle ne l'était pas suffisamment. Un courriel en particulier coupa la parole à Julien alors qu'il parcourait l'archive reconstituée. Christophe avait écrit, tard dans la nuit, gérer le narratif avant que Léa ne fasse un scandale. Elle est émotive et terriblement instable. Nous ne pouvons tolérer que cela effraie nos investisseurs. La tournure de phrase était d'une froideur clinique, presque désincarnée, comme s'il débattait de la volatilité des marchés boursiers plutôt que de la mère de son futur enfant. Bernard relut le message à 2 reprises, puis reposa la tablette numérique avec une lenteur calculée. Il en avait croisé, des dirigeants impitoyables. Il s'était bâti un empire en évoluant parmi eux, mais la cruauté humaine maquillée en pragmatisme le dégoûtait d'une manière que la simple rivalité commerciale ne parvenait pas à égaler. Pendant ce temps, Nathalie faisait les 100 pas dans son luxueux appartement de l'avenue Montaigne, déambulant nerveusement devant les baies vitrées, ressassant l'altercation de la clinique. Elle se persuadait qu'il s'agissait d'un fâcheux accident, que Léa avait simplement perdu l'équilibre, qu'aucune tragédie n'avait eu lieu. Pourtant, sous ce fragile vernis de rationalisation, l'effroi grondait. Elle savait que les hommes de la trempe de Christophe privilégiaient la facilité à la loyauté. Si l'étau se resserrait, il battrait en retraite pour sauver sa propre peau. Son téléphone vibra, il lui envoyait un message pour savoir si quelqu'un avait assisté à la scène. Elle hésita un long moment avant de taper sa réponse. Oui. Des caméras. De retour au siège du groupe Beaumont, Bernard réunit une cellule de crise nocturne composée de ses meilleurs avocats et de ses conseillers en communication. Il ne haussa jamais le ton. Il se contenta d'énumérer les faits avec une précision chirurgicale. Agression physique sur une femme enceinte, preuve matérielle à l'appui, tentative coordonnée de diffamation, malversation financière. Pris isolément, chaque élément constituait une charge lourde. Assemblés, ils formaient l'arme absolue. Nous ne réagirons pas sous le coup de l'impulsion, décréta-t-il. Nous dévoilerons la vérité avec méthode. Premièrement, placer les vidéos de l'hôpital sous scellé judiciaire. Deuxièmement, préparer une action civile implacable. Troisièmement, identifier l'intégralité des investisseurs exposés aux tromperies de M. Morel. Nous ne formulerons aucune menace. Nous exposerons la réalité des faits. Julien saisit instantanément l'implication d'une telle manœuvre. Lorsque la vérité éclaterait au grand jour, la bourse de Paris réagirait infiniment plus vite que n'importe quelle cour de justice. L'entreprise de Christophe ne prospérait que sur la perception et l'image. C'était la confiance aveugle qui gonflait sa valorisation. Si le monde de la finance venait à flairer la moindre instabilité ou le plus petit risque éthique, les capitaux s'évaporeraient dans la seconde. Bernard ne planifiait pas un scandale théâtral. Il orchestrait une démolition structurelle complète. Pourtant, derrière la froideur de la stratégie, la détermination d'un père blessé brûlait d'un feu inextinguible. Aucun tableur financier ne pourrait jamais quantifier la douleur que Léa avait endurée sur ce carrelage. Aucun indice boursier ne saurait mesurer l'ampleur d'une telle humiliation. Aux premières lueurs de l'aube, Bernard retourna brièvement au chevet de sa fille. Léa dormait d'un sommeil agité, l'épuisement ayant adouci les traits tirés de son visage. Il s'assit près d'elle sans faire le moindre bruit pour ne pas l'éveiller. Il contempla le léger soulèvement régulier de sa poitrine, et écouta le rythme rassurant de la machine qui veillait sur les battements du cœur de son petit-fils. L'espace d'un instant, la carapace du magnate des affaires se fissura totalement. Il ne voyait plus la riche héritière prise au piège d'un scandale mondain, mais la petite fille têtue qui exigeait autrefois de porter seule son cartable sur le chemin de l'école, au mépris des consignes de sécurité. Elle avait toujours placé son indépendance bien au-dessus du paraître. Cette noble retenue ne lui avait jamais rien coûté. Jusqu'à ce jour. Alors que le soleil commençait à dorer les toits de zinc de la capitale, Bernard se leva de son siège avec la solennité d'un juge rendant son verdict. Nathalie croyait s'en être prise à une épouse vulnérable et docile. Christophe croyait pouvoir étouffer la vérité grâce à un plan de communication machiavélique. Tous deux s'étaient lourdement mépris sur les fondations mêmes de la droiture de Léa. À l'heure où Paris s'éveillait, les mises en demeure étaient déjà rédigées,
les audits financiers lancés, et de nouveaux détectives privés déployés. Le plan avait dépassé le stade de la simple théorie. Il était devenu pleinement opérationnel. Et lorsque Bernard de Beaumont initiait un mouvement, il n'avait pas pour habitude de s'arrêter en chemin. L'hôtel Ritz Paris scintillait ce soir-là sous l'éclat des immenses lustres et le crépitement des flashs photographiques, sa somptueuse salle de bal bruissant de conversations mondaines, de coupes de champagne cristalline et de réputations savamment entretenues. Parmi le tout Paris réuni, nul ne se doutait qu'au-delà des discours policés et des promesses de dons charitables, un piège redoutable venait de se refermer. Christophe Morel fit son entrée avec Nathalie Vallet à son bras, tous deux drapés dans une assurance taillée sur mesure, arborant des sourires carnassiers destinés à ce parterre d'investisseurs et de figures de l'élite sociale. À leurs yeux, cette invitation officielle du groupe Beaumont ressemblait à un rameau d'olivier, voire à une offre de réconciliation. Christophe se persuadait que Bernard de Beaumont ne risquerait jamais un scandale d'une telle ampleur si peu de temps après l'incident de la clinique. Il interprétait le silence assourdissant de la famille comme une preuve de retenue forcée. Nathalie, quant à elle, s'en tenait à une conviction bien plus sommaire, elle pensait avoir triomphé. Léa n'avait pas fait le déplacement pour le gala. Elle était restée dans ses appartements parisiens sous étroite surveillance médicale, le médecin ayant prescrit un repos absolu, son corps meurtri gardant encore les stigmates de la chute. Bernard ne lui avait pas demandé de se joindre à eux. Il lui avait glissé avec une douceur infinie que certaines guerres se gagnaient dans l'ombre, sans nécessité de spectacle. Néanmoins, en contemplant l'horizon illuminé de Paris depuis sa fenêtre ce soir-là, Léa ressentit une tension inédite, comme si l'air lui-même retenait son souffle avant le grand fracas. Elle ignorait les détails sordides du plan échafaudé par son père. Elle savait seulement que la nature de son silence avait changé du tout au tout. Dans la majestueuse salle de bal du Ritz, Bernard de Beaumont se tenait majestueusement au centre de l'estrade, sanglé dans un costume anthracite qui imposait le respect par son élégance dépouillée de tout artifice. Le brouhaha des conversations s'estompa lorsqu'il s'empara du micro. Il évoqua dans un premier temps l'importance de la philanthropie, la protection de la santé maternelle et le devoir de probité des entreprises. Son timbre de voix était posé, mesuré, teinté d'une certaine mélancolie. Christophe se détendait un peu plus à chaque nouvelle phrase prononcée. Ce n'est que du théâtre pour la galerie, songea-t-il, rasséréné. Une simple mise en scène pour afficher un front uni. Nathalie se pencha vers lui, posant une main possessive sur son bras, à mille lieues de se douter que les caméras disséminées dans la salle n'immortalisaient pas seulement les dorures de la soirée, mais étaient minutieusement calibrées pour capturer toute autre chose. Bernard marqua une pause au beau milieu de son allocution et lança un regard furtif en direction de la régie technique. La lumière tamisée de la pièce baissa encore d'un cran tandis qu'un immense écran de projection descendait lentement derrière lui. Nous discourons bien souvent de l'intégrité comme s'il s'agissait d'un concept abstrait, reprit-il. Mais ce soir, j'aimerais vous en parler en vous apportant des preuves tangibles. La première image apparut sans crier gare. Le couloir stérile de la clinique, l'horodatage clignotant cruellement dans un coin de l'écran. La silhouette de Nathalie entrant dans le champ de vision. Le sourire de Christophe se figea sur le champ. La main de Nathalie se crispa violemment sur la manche de son amant. La séquence vidéo fut diffusée dans une clarté glaçante. La confrontation haineuse de Nathalie. La bourrade brutale. La chute vertigineuse de Léa. La course éperdue des infirmières. Une vague d'effroi parcourut la salle, les halètements d'indignation se propageant de table en table avec la fulgurance d'un incendie. Il n'y avait là ni trucage ni montage grossier, seulement la réalité nue. Le visage de Nathalie se vida de tout son sang alors que la vidéo s'achevait sur l'image pathétique de sa fuite misérable au bout du couloir. Quelqu'un laissa échapper une flûte de champagne. Le cristal éclata dans un vacarme assourdissant contre le marbre du sol. Christophe hula. Sensation nauséeuse que la pièce entière tanguait autour de lui, non pas physiquement, mais socialement. L'effondrement d'une réputation ne se fait pas dans un grand fracas. Il survient par étouffement. Bernard ne prit pas la peine d'élever la voix. Les images que vous venez de visionner ont été authentifiées par le service de sécurité de l'établissement ainsi que par des experts judiciaires indépendants, affirma-t-il d'un ton glacial. Il souleva ensuite une tablette tactile qui projetait des extraits minutieusement sélectionnés des correspondances internes de Christophe, caviardées uniquement là où la loi française l'exigeait formellement. Nous avons également mis au jour des manœuvres concertées visant à faire passer ma propre fille pour une personne psychologiquement instable, et ce, dans le seul but de masquer un scandale financier de grande ampleur.
Les murmures désapprobateurs se muèrent en chuchotements acerbes. Les plus grands financiers de Paris échangeaient des regards entendus. La confiance, une fois brisée, ne se recolle jamais dans de tels cercles de pouvoir. Christophe se leva d'un bond, tentant désespérément de s'exprimer, mais ses mots s'embourbèrent sous le poids écrasant de ses preuves irréfutables. C'est un terrible malentendu, balbutia-t-il, le timbre de sa voix vacillant malgré ses efforts désespérés. Nathalie esquissa un mouvement de recul pour prendre la fuite, mais des agents de sécurité postés avec une discrétion tactique lui barrèrent la route, empêchant tout échappatoire sans causer d'esclandre supplémentaire. Bernard planta son regard directement dans celui de Christophe. Ce n'était plus le regard d'un investisseur jugeant un de ses poulains, mais celui d'un père toisant à moins que rien qui avait eu la bêtise de confondre la dignité du silence avec de la faiblesse. « Vous pensiez qu'elle était isolée ?» déclara-t-il doucement, sa voix résonnant avec une force magistrale, usant d'un vouvoiement cinglant qui marquait la rupture totale de leur lien. Vous aviez tort. Une marée de téléphones portables surgit des quatre coins de la majestueuse salle de bal. Le tout Paris ne filmait plus une soirée caritative, il immortalisait une mise à mort publique. En l'espace de quelques minutes, les réseaux sociaux furent inondés d'extraits volés de la projection. Les gros titres de la presse économique se forgeaient en temps réel. Les analystes boursiers, qui gardaient toujours un œil sur les événements organisés par le groupe Beaumont, inondèrent d'alertes les salles de marché de la Défense. Christophe sentit les battements de son cœur s'emballer alors que son propre téléphone ne cessait de vibrer dans la poche de sa veste. Des dizaines de messages affluaient de la part des membres de son conseil d'administration, de ses conseillers en communication, et de ses investisseurs, exigeant tous des explications immédiates. Bernard conclut son intervention sans le moindre effet théâtral supplémentaire. Avec effet immédiat, le groupe Beaumont entame des poursuites judiciaires formelles pour coups et blessures, diffamation publique et abus de biens sociaux. De surcroît, nous retirons l'intégralité de nos soutiens financiers et stratégiques à Morel Technologies. Les mots tombaient avec la précision d'un scalpel. Tranchant. Définitif. Nul applaudissement ne vint saluer cette annonce. À la place, un silence de plomb s'abattit sur l'assemblée, un silence lourd de conséquences et totalement irréversible. Tandis que Christophe se laissait lourdement retomber sur sa chaise, mesurant enfin la portée cataclysmique de son erreur de jugement, Nathalie gardait les yeux fixés sur son propre visage figé sur l'écran géant, terrassé non par une rumeur malveillante, mais par la pure et simple vérité. Dans ce cénacle de richesse et de privilèges, une évidence s'imposa à tous. Le véritable pouvoir ne résidait pas dans le tapage et l'outrecuidance. Il s'incarnait dans la retenue, et cette retenue venait tout juste de prendre fin. Dès le lendemain matin, la Bourse de Paris se chargea d'accomplir ce que l'indignation morale seule n'aurait su faire. L'action Morel Technologies ouvrit à un cours bien inférieur aux prévisions, oscilla dangereusement pendant une petite heure, puis amorça une chute vertigineuse qui ressemblait moins à une fluctuation conjoncturelle qu'à un saut dans le vide sans parachute. Les analystes financiers, qui portaient jadis au nu la vision d'avant-garde de Christophe Morel, remettaient désormais en question l'intégrité même de sa gouvernance. Ces mêmes investisseurs qui trinquaient à sa santé sous les ors du Ritz la veille au soir passaient désormais des appels d'urgence à leur bataillon d'avocats. La confiance des marchés ne s'évapora pas sous le coup de la colère, mais sous la froide réalité de l'arithmétique. Christophe restait prostré dans son bureau aux parois de verre surplombant la capitale, observant la saignée numérique s'étendre sur ses multiples écrans. Le rouge remplaçait le vert avec une régularité implacable. Son directeur financier tentait de le rassurer en évoquant une volatilité passagère, rappelant que les tempêtes médiatiques finissent toujours par se dissiper. Pourtant, Christophe réalisait qu'un point de non-retour avait été franchi. Les images désastreuses du gala tournaient déjà en boucle sur les grandes chaînes d'information en continu. Le récit n'était plus une vague rumeur qu'il suffisait d'étouffer par un plan de communication interne agressif. Il était visuel. Il était sourcé. Il était incontestable. L'opinion avait tourné, et les marchés financiers font toujours preuve de plus de célérité que la simple loyauté humaine. Au siège parisien du groupe Beaumont, Bernard de Beaumont ne sablait pas le champagne.
Il présidait une austère réunion de crise avec ses responsables de la conformité et ses auditeurs externes, non dans le but de surenchérir de manière irrationnelle, mais pour s'assurer que chaque coup porté bénéficiait d'un blindage juridique à toute épreuve. Son objectif n'était pas de donner en spectacle, mais de faire appliquer la responsabilité civile et pénale. Ses experts comptables légistes lui présentèrent des rapports accablants, démontrant avec une clarté limpide que d'importants transferts de fonds avaient été opérés depuis Morel Technologies vers des sociétés écrans liées à Nathalie Vallet. Les montants avaient été savamment scindés pour rester en deçà des seuils d'alerte des autorités de régulation, mais la récurrence de ces virements trahissait une intention frauduleuse. La tromperie caractérisée aux dépens des actionnaires est un crime que les tribunaux de commerce français ne pardonnent que très rarement. Simultanément, Nathalie se trouvait cloîtrée dans son luxueux appartement parisien, assaillie par les alertes d'actualité qui s'affichaient frénétiquement sur l'écran de sa tablette. Son visage tapissait les plateaux des émissions de débats économiques, juxtaposés à des mots cinglants tels que agression, scandale et manipulation financière. Elle tenta de joindre Christophe à d'innombrables reprises, la panique étranglant sa voix à chaque tentative avortée. Lorsqu'il daigna enfin prendre son appel, le timbre de sa voix était totalement dépourvu de l'intimité sur laquelle elle s'était jusqu'alors reposée. « Nous sommes entrés dans une phase de contrôle des dégâts », trancha-t-il avec froideur. « Nous devons accorder nos versions. » Elle saisit la rupture instantanément. Il ne s'exprimait plus comme un complice. Il parlait comme un président tentant de sauver ce qu'il restait de ses actifs. Des officiers de la police judiciaire frappèrent à la porte de Nathalie peu avant midi, munis d'une commission rogatoire autorisant la saisie immédiate de tous ses équipements électroniques dans le cadre de l'enquête pour violences volontaires et tentatives de diffamation. Les coups sourds portés sur la lourde porte en chêne résonnèrent plus cruellement que n'importe quel acte d'accusation. Elle leur ouvrit avec le flegme d'une femme rompue aux mondanités, mais ses mains furent prises de tremblements incontrôlables tandis que les enquêteurs plaçaient sous scellé ses ordinateurs portables, ses disques durs externes et ses téléphones cellulaires. En fouillant l'un de ces disques cryptés, les experts de la police déterrèrent des brouillons de communiqués de presse ignobles, soigneusement rédigés pour dépeindre Léa de Beaumont comme une femme mentalement déséquilibrée. Des communiqués voués à fuiter habilement dans la presse à scandale en cas de bataille juridique pour la garde de l'enfant. La haute stratégie s'était muée en pièce à conviction. Confinée dans sa chambre, Léa suivait l'évolution de la situation par l'entremise des comptes rendus filtrés que lui transmettait l'équipe de son père. Elle n'éprouvait aucun sentiment de triomphe exalté ni la moindre soif de vengeance vindicative, elle n'était habitée que par un enchevêtrement complexe d'épuisement profond et de redoutable lucidité. Une partie de son cœur portait encore le deuil de l'homme qu'elle s'était imaginé aimer en la personne de Christophe. Une autre partie, plus sombre, admettait que l'arriviste dévoilé au grand jour par ses emails compromettants et ses malversations financières sévissait sans doute depuis bien plus longtemps qu'elle ne voulait se l'avouer. Lorsque Christophe se présenta enfin à son chevet, ses traits trahissaient davantage l'angoisse de la chute que le poids des remords. Il bredouilla des excuses misérables, invoqua de cruels malentendus et fustigea la manipulation des médias. Léa l'écouta dans le plus grand des silences, le regardant avec l'indifférence d'une étrangère. Puis, elle lui posa une unique question, le vous voyant pour sceller définitivement leur rupture, aviez-vous seulement eu l'intention de dire la vérité un jour ? Le mutisme honteux de son mari lui tint lieu de réponse. Cet après-midi-là, le conseil d'administration de Morel Technologies se réunit en session extraordinaire à la Défense, sans convier Christophe à la table des débats. Le devoir de prudence imposait une mise à l'écart immédiate du risque réputationnel qu'il incarnait désormais. À la tombée de la nuit, il se vit remettre une lettre de suspension officielle dans l'attente des conclusions de l'enquête. La tournure juridique se voulait neutre, mais elle ne trompait personne par sa fermeté implacable. À ce niveau de responsabilité, la suspension n'est que l'antichambre du licenciement pour faute grave. Christophe contempla le courrier scellé comme s'il s'agissait du testament d'une autre vie. Le succès l'avait foudroyé dans sa course, un succès échafaudé en grande partie sur les capitaux du groupe Beaumont, et en partie sur sa propre démesure. Il s'était enorgueilli de pouvoir cloisonner ses écarts de conduite personnelle et la trajectoire météorique de son empire de verre. Il avait péché par orgueil en sous-estimant les interconnexions d'un tel système.
Bernard de Beaumont reçut dans la foulée la confirmation que l'autorité des marchés financiers avait ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire portant sur les pratiques douteuses de publication financière de Morel Technologies. Il n'avait pas actionné de levier en sous-main de manière triviale. Il s'était contenté de veiller à ce que les pièces à conviction pertinente atterrissent sur les bons bureaux, au bon moment. La vérité, lorsqu'elle emprunte les bons canaux, sait parfaitement faire son chemin seule. À l'heure où le crépuscule étirait ses ombres sur Paris, il se posta de nouveau devant les grandes fenêtres de son bureau, non pour se délecter de l'effondrement de son gendre, mais pour soupeser la portée de la riposte. Dans les hautes sphères de son monde, la justice est rarement tapageuse. Elle prend la forme de contrats annulés, de postes clés destitués, de privilèges révoqués avec une brutalité muette, et d'invitations au très privé, cercles annulés. Christophe regagna en solitaire la froideur de leur somptueux appartement ce soir-là, un espace qui résonnait désormais du vacarme d'une absence vertigineuse. Nathalie le harcela de messages pour quêter des mots rassurants, mais il ne daigna même pas lire ses missives. Il comprenait trop tard que le simple fait de frayer avec elle l'exposait à des dommages collatéraux irrémédiables. À quelques kilomètres de là, dans un prestigieux quartier de la capitale, Léa posait délicatement sa main sur son ventre, sentant les mouvements discrets de son fils palpiter sous sa paume. Le petit empire que Christophe s'était efforcé de bâtir n'était certes pas encore déclaré en cessation de paiement, mais ses piliers porteurs s'étaient irrémédiablement affaissés. Et au cœur de ce silence pesant qui succédait à la tempête, l'homme déchu saisissait enfin la mesure colossale de tout ce qu'il venait de gâcher. La salle d'audience du palais de justice de Paris n'éclata pas en huées lorsque le greffier lut les chefs d'accusation. Elle prit une profonde inspiration et retint son souffle. L'arrière de la salle grouillait d'objectifs de caméra. Des nuées de journalistes se tenaient prêts, stylos en l'air, mais le silence de plomb qui enveloppa les déclarations liminaires s'avéra bien plus assourdissant que n'importe quelle clameur. Léa de Beaumont fit son entrée à pas compter, une main protégeant l'arrondi de son ventre de femme enceinte de 8 mois, la tête haute et l'allure digne malgré les semaines de harcèlement médiatique qui avaient suivi la soirée tragique du Ritz. Elle n'arborait aucune parure exubérante, aucun signe ostentatoire de la dynastie qui se dressait derrière son nom de jeune fille. Aux yeux d'un néophyte, elle semblait toujours aussi discrète, presque friable. Pourtant, la gravité de la salle muta instantanément lorsqu'elle prit place. De l'autre côté de l'allée centrale, Nathalie Vallet fuyait son regard, l'aplomb de l'ancienne reine des salons parisiens réduit à une façade craquelée et pathétique. Christophe Morel, engoncé derrière le banc de la défense dans un costume impeccablement coupé, contenait toute expression sur son visage, feignant de participer à un banal conseil de prud'homme et non à la dislocation publique de son existence entière. L'avocat de la partie civile entama sa plaidoirie en privilégiant la clarté factuelle aux envolées lyriques. Les images de vidéosurveillance furent à nouveau projetées, cette fois-ci magnifiées sur les écrans de la cour. Image par image, les jurés assistèrent à l'approche menaçante de Nathalie dans l'antichambre stérile de la clinique. Image par image, ils scrutèrent la bourrade brutale, l'effondrement de la victime, la fuite lâche. Des extraits audio des notes vocales de Nathalie, minutieusement exhumées de ses appareils électroniques par la brigade financière, grésillèrent faiblement dans l'enceinte de la salle, dissertant crûment sur le contrôle du narratif et le pouvoir de nuisance médiatique. La préméditation ne pouvait plus s'abriter derrière la candeur de l'ambiguïté. Elle était gravée dans le marbre numérique. La défense de Nathalie tenta une vaine manœuvre d'atténuation, on plaida la détresse émotionnelle, la provocation, une fâcheuse méprise lors d'un contact physique malencontreux. Mais lorsque des experts légistes certifièrent sous serment l'authenticité inviolée des séquences et la parfaite concordance des horodatages avec les rapports médicaux détaillant les meurtrissures de Léa, l'argumentaire s'effondra comme un château de cartes. Les magistrats n'avaient nul besoin d'être éblouis par de grandes diatribes théâtrales. Ils exigeaient de la cohérence. Les preuves matérielles la leur fournissaient sur un plateau d'argent. La raideur des épaules de Nathalie céda peu à peu, la résignation supplantant peu à peu la posture du déni. Le cas de Christophe se révéla plus pernicieux. Bien qu'il n'eût jamais levé la main sur Léa, les investigations financières avaient débusqué un entrelac de paiements obscurs camouflés sous le libellé de « conseil stratégique » en direction des nébuleuses de Nathalie.
Des échanges épistolaires virtuels prouvèrent l'élaboration d'un complot visant à discréditer la santé mentale de sa propre femme afin de préserver sa précieuse cotation boursière. Interrogé sous serment, il persista à affirmer qu'il n'avait jamais cautionné la moindre agression physique. Je désirais simplement étouffer l'affaire dans la plus stricte intimité, jura-t-il d'une voix neutre. Jamais je n'aurais anticipé le moindre débordement de violence. Cependant, la flèche décochée par le procureur de la République resta suspendue dans la vaste salle du tribunal de la Cité. Avez-vous oui ou non tiré profit de sa mise au silence? Il hésita, un battement de cils de trop, suffisant pour sceller le sort de ses maigres dénégations. Lorsque la cour appela Léa à la barre des témoins, elle se leva avec une prudence infinie, consciente que chaque œil de la salle jaugeait le moindre de ses gestes. Elle ne versa pas une seule larme. Elle ne formula aucune récrimination teintée d'aigreur. Elle décrivit simplement la froideur du couloir médical, l'échange acerbe, la violence du choc, et l'effroi paralysant de perdre l'enfant qui grandissait en elle. Sa voix demeura placide, y compris lorsqu'elle relata l'horreur de la chaleur tiède se répandant sur les carreaux de l'hôpital. Puis, elle marqua une infime pause et tourna un bref regard en direction de Christophe. Je croyais naïvement que l'institution du mariage signifiait être protégée, confia-t-elle d'une voix douce mais ferme. Au lieu de cela, j'ai été gérée. Cette seule phrase s'incrusta dans l'esprit de l'assistance avec la puissance sourde d'une onde de choc. Bernard de Beaumont scrutait les débats depuis les bancs du public sans que le moindre muscle de son visage ne tressaillît, les mains élégamment croisées, le regard de marbre. Pour la plupart des observateurs extérieurs, il incarnait le despote patriarcal actionnant les sombres rouages du système judiciaire. Bien peu comprenaient la force de caractère herculéenne qu'il lui fallait déployer pour ne pas bondir et châtier les coupables de ses propres mains. L'enjeu n'était plus la déchéance d'une entreprise technologique. C'était le glaive de la justice abattant sa lame sur l'immoralité. Lorsque le président du tribunal tensait vertement Nathalie au sujet de la mise en danger délibérée de la vie d'une femme enceinte, la digue de son assurance mondaine céda enfin. Les pleurs jaillirent, soudains et pitoyables, mais ils ne parvinrent point à laver la souillure des images imprégnées dans la rétine des jurés. À l'issue des délibérations, le verdict tomba, dénué de tout suspense. Nathalie Vallée fut reconnue coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité, doublée de l'infliction préméditée de détresse psychologique. Sa peine fut assortie d'une période d'incarcération ferme et d'une obligation de soins psychiatriques, une réclusion suffisamment longue pour s'assurer que le registre des casiers judiciaires et la mémoire impitoyable de la haute bourgeoisie n'oublieraient jamais son nom. Christophe Morel, quant à lui, fut déclaré personnellement responsable des manœuvres de diffamation, d'abus de biens sociaux et de manquements gravissimes à ses obligations fiduciaires. Il fut condamné à verser des dommages et intérêts d'un montant exorbitant à titre de réparation civile, et se vit interdire à vie d'exercer des fonctions de direction ou de siéger à un conseil d'administration, dans l'attente du volet pénal instruit par les autorités boursières. Le claquement sec du maillet de la présidence résonna, tranchant comme le couperet d'une guillotine. Alors que la meute des journalistes grouillait sur le parvis du palais de justice, Léa marqua un temps d'arrêt sur les grandes marches de pierre, les rayons du soleil se reflétant sur les vitrages des bâtiments alentours. Quelqu'un hurla pour savoir si elle savourait le goût enivrant de la victoire. Elle secoua la tête avec une indulgence feinte. « La justice n'est pas une victoire, répondit-elle. C'est un équilibre. » Juste derrière elle, Bernard posa une main ferme et réconfortante dans le creux de son dos, non pas pour l'inféoder à son ombre, mais pour lui garantir son soutien inconditionnel. Christophe déserta les lieux par une porte dérobée, la tête basse, cerné non plus par l'adulation des courtisans, mais par un mépris abyssal. Nathalie fut escortée en direction d'un fourgon cellulaire sous une nuée de flash, immortalisant la désintégration de cette réputation glacée qu'elle avait mis tant de soin à peaufiner. Ce soir-là, Léa s'assit de nouveau en silence près de l'immense bail vitré, observant le bouillonnement nocturne de la capitale, tandis que son fils frémissait sous la douceur de sa main. Le chapitre judiciaire s'achevait, mais la cicatrisation n'obéissait pas à la même temporalité immédiate. Néanmoins, un poids immense venait de s'envoler. Elle avait été sous-estimée parce que trop discrète, rejetée parce que jugée subordonnée, caricaturée comme un esprit vacillant. Dans les faits,
Elle avait su endurer l'infamie sans exiger de spectacle public, se protéger sans ostentation d'aucune sorte. Le pouvoir n'avait jamais été une affaire de décibels. C'était une question d'ancrage, et le sien venait de prouver qu'il était indestructible. Un mois après la clôture du procès, l'effervescence médiatique parisienne passa à autre chose. Mais Léa de Beaumont ne mesurait pas son cheminement vers la guérison à l'aune des gros titres de la presse. Elle le quantifiait par de subtiles nuances, le murmure apaisant du souffle de son nouveau-né aux premières lueurs de l'aube, et la disparition de cette boule d'angoisse oppressante qui lui nouait le ventre à chaque sonnerie de son téléphone. Son fils vit le jour par une froide nuit d'automne, tandis qu'une pluie fine balayait les vitres du pavillon privé de l'hôpital avec une régularité lancinante. C'était en ce même lieu que l'horreur avait jadis résonné dans les coursives désinfectées. Cette fois-ci, l'atmosphère qui y régnait était radicalement différente. Les infirmières rayonnaient de bienveillance. Les médecins s'exprimaient à demi-mot. Lorsque le premier cri de l'enfant déchira le silence de la salle, strident et plein de vie, Léa ferma les paupières et s'agrippa à son salvateur pour s'ancrer dans l'instant présent. Bernard de Beaumont se tenait à ses côtés, non pas dans le costume du stratège omnipotent de la finance ou du grand architecte des représailles, mais sous les traits d'un grand-père contemplant la renaissance de sa lignée entre de si minuscules mains. Ils baptisèrent l'enfant Louis, un prénom sobre mais chargé d'une prestance intemporelle. Les magazines d'actualité s'évertuèrent à dépeindre cette naissance comme l'apothéose d'une rédemption symbolique, mais Léa refusa catégoriquement de laisser son fils devenir l'instrument d'une quelconque saga médiatique. Elle repoussa chaque sollicitation d'interview, fuit les mondanités, et s'isola dans la citadelle inviolable d'une vie strictement privée. Pourtant, en coulisses, une autre œuvre commençait à germer, bien au-delà de la simple résilience personnelle. Profondément marquée par le drame de la clinique et par la détresse qu'elle avait perçue chez tant de futures mères laissées à l'abandon, Léa s'entoura de pontes du milieu médical et de brillants juristes pour fonder une organisation caritative vouée à la protection maternelle et à l'accompagnement des femmes victimes de violences. Les budgets furent alloués dans la plus grande discrétion. Des millions d'euros affluèrent par l'entremise des canaux financiers du groupe Beaumont, directement injectés dans l'amélioration des dispositifs de sécurité hospitaliers, la création de cellules d'aide juridique d'urgence et l'ouverture de centres d'intervention de crise psychologique. Bernard soutint ardemment la cause sans jamais chercher à s'en attribuer le mérite publiquement. Il n'avait anéanti l'empire de son ex-gendre que pour rétablir une certaine équité, non pour asseoir sa propre suprématie sur le monde. Le fait d'observer Léa transmuter sa souffrance en un dessein d'une telle envergure provoqua chez lui une remise en question viscérale. Il avait forgé sa légende en absorbant des conglomérats et en épuisant ses adversaires de l'industrie. Elle érigeait un rempart de résistance fondé sur la pure compassion. Au sein des conseils d'administration, il évoquait désormais moins souvent les stratégies d'expansion forcenée et bien davantage les notions de responsabilité sociétale. Ce glissement sémantique s'avérait subtil, mais ô combien révélateur pour ceux qui savaient lire entre les lignes de sa politique. Il avait enfin compris que la puissance n'est qu'illusion si elle ne sert pas de bouclier à ceux qui comptent véritablement. Christophe Morel poursuivit, quant à lui, une toute autre descente aux enfers. Dépouillé de son mandat social et croulant sous le poids des saisies visant à honorer les dommages et intérêts exigés par la Cour, il dut réapprendre à naviguer dans un microcosme parisien qui ne lui déroulait plus le tapis rouge. La frange de ses anciens confrères de la Défense l'avait radié sans ménagement, le bannissant de fait du redoutable cercle et des clubs privés qui régissent l'entre-soi de l'élite. Les rares qui lui accordaient encore une vague pitié prenaient 1000 précautions pour ne jamais être aperçus en sa compagnie. Il implora l'obtention d'un droit de visite encadré pour rencontrer son fils. Et bien que l'accord légal lui octroyât des entrevues sous stricte surveillance, le fossé affectif qui le séparait de l'enfant demeurait insondable. Chacune de ces brèves rencontres lui infligeait une nouvelle meurtrissure, lui rappelant cruellement l'étendue de la ruine qu'il avait lui-même provoquée. Les remords l'assaillirent avec la régularité d'un métronome, mais il était trop tard pour espérer renverser la jurisprudence de son propre gâchis. Nathalie Vallet purgeait le début de sa sentence dans un anonymat qui lui glaçait le sang. Les grands titres tapageurs qui avaient accompagné son incarcération s'estompaient au rythme effréné des nouveaux scandales mondains balayant l'actualité de la capitale. Pour la première fois depuis des années, elle survivait sans le prisme déformant des photographies retouchées ou des campagnes de manipulation stratégique.
L'introspection à laquelle la contraignait sa cellule exiguë s'avéra bien plus accablante que le courroux des juges d'instruction. L'identité flamboyante qu'elle s'était forgée en se pavanant dans l'ombre des grands hommes de ce monde se désintégrait dans l'obscurité dès lors que l'éclat de leurs privilèges lui était refusé. Privée de son fidèle auditoire, elle se heurtait de plein fouet aux bassesses de ses propres manigances, des bassesses qu'elle ne parvenait plus à maquiller sous les atours d'une saine ambition. Les punitions qu'elle jugeait autrefois comme un épouvantail abstrait constituaient désormais la substance même de sa routine carcérale. Un soir de novembre, alors que les frimas de l'hiver s'emparaient de la métropole, Léa se tenait appuyée à la rambarde du balcon de son luxueux appartement de Saint-Germain-des-Prés, le petit Louis reposant sagement contre son épaule. L'horizon parisien rutilait de mille teintes dorées sous le scintillement de la tour Eiffel. Le souffle glacé du vent charriait la rumeur lointaine des boulevards encombrés et le brouhaha indifférent de milliers de destinées poursuivant leur cours. Son téléphone cellulaire se mit à vibrer délicatement au creux de sa main. Un numéro masqué venait de lui faire parvenir un bref message crypté contenant une image figée, extraite des couloirs du palais de justice le jour du prononcé du jugement. Dans la pénombre de l'arrière-plan de la photographie, partiellement dissimulée par un pilier, on distinguait la silhouette d'un homme au visage inconnu, qui scrutait le déroulement de l'audience avec une acuité dérangeante. Au bas de cette photographie singulière figurait une simple ligne de texte, « Vous n'étiez pas censé tomber seul ». Le rythme cardiaque de Léa s'accéléra brusquement, non par effroi, mais sous l'effet d'une prise de conscience soudaine. Elle montra le message mystérieux à Bernard plus tard dans la soirée. Il inspecta l'image minutieusement, le visage muet comme une tombe. Il y a toujours des ramifications insoupçonnées qui se terrent sous la surface d'un conflit apparent, dit-il d'une voix placide. Nous allons creuser cette piste. Son intonation ne trahissait aucune alarme, seulement l'impassibilité d'un stratège prêt à reprendre les armes. Il savait d'expérience que les véritables prédateurs ne rugissent que très rarement pour annoncer leur venue. Il patiente dans l'ombre. Léa retourna sur la terrasse une fois la discussion achevée. Louis dormait à poing fermé contre sa poitrine. L'immensité de Paris s'étendait devant elle, majestueuse et impitoyable. Pourtant, elle ne se sentait plus écrasée par la démesure de cette ville. Elle avait été sous-estimée parce que silencieuse, calomniée parce que jugée influençable, presque anéantie par un récit fallacieux méticuleusement prémédité. Mais à présent, elle se tenait debout, plus enracinée que jamais dans ses convictions, non pas parce qu'elle ignorait la chute, mais parce qu'elle s'était relevée avec une clarté d'esprit absolue. Les batailles qu'elle avait livrées avaient accompli bien davantage que le simple lessivage d'une réputation écornée. Elles avaient révélé la noblesse de son caractère. Et quand bien même l'horizon chargé de nuages suggérait que tous les chapitres de cette histoire n'étaient pas encore définitivement scellés, elle ne redoutait plus d'affronter les démons qui oseraient s'extirper de la nuit. Les destins comparables à celui de Léa de Beaumont mettent en lumière une vérité qui transcende de loin les futilités du scandale ou de la vindicte. Sous l'angle de la stricte stratégie, il n'a jamais été question d'amasser davantage de richesses ou d'asseoir une influence despotique. Il a toujours été question de la noblesse de la retenue, du choix du moment opportun et de l'incroyable ténacité d'une personne tragiquement mésestimée. Léa n'a pas gagné parce qu'elle jouissait du pouvoir. Elle a triomphé parce qu'elle a su conserver son sang-froid là où les autres se sont laissés aveugler par leur propre arrogance. Son père n'a pas déclenché la foudre par simple impulsion sanguine. Il a agi avec une précision d'orfèvre, laissant la force de la vérité réduire à néant le mirage de l'imposture. Dans les arcanes du monde réel, les triomphes les plus éclatants ne s'arrachent que très rarement au gré d'affrontements vociférants, ils se remportent grâce à une patience infinie, à une perspicacité tranchante. Et au courage inébranlable de rester de marbre jusqu'à ce que la faille de l'ennemi se révèle au grand jour. Si cette épopée intimiste a éveillé un écho en vous, si vous êtes intimement persuadé que l'élégance de la dignité surpasse toutes les autres formes d'autorité, n'hésitez pas à soutenir cette vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres récits célébrant la magnificence de la persévérance muette. Et avant de nous quitter, résumez l'Odyssée de Léa dans l'espace des commentaires en utilisant que ces deux seuls mots, force tranquille.